Hey! Je n'ai toujours pas d'intro, mais tant pis, on va continuer comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Comic Code Authority. Alors qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est une association qui régule le contenu des comics. Donc son histoire, les personnages qui apparaissent, ainsi que le vocabulaire employé. Contrairement à la Motion Picture Association of America, sorry for my English, qui classifie les contenus, la Comic Code Authority, elle, les censure directement à la base et retire tout ce qui lui déplaît sous peine que le comics ne soit pas publié. Tout commence dans les années 50. Les comics commencent à se pencher sur les problèmes de société, tels que le crime et la délinquance par exemple. Bien que les histoires restent intéressantes et pleines de sens, elles ont aussi des images assez gore qui peuvent choquer et montrent de la violence. Les comics deviennent donc la cible privilégiée des parents et des religieux qui cherchent un bouc émissaire pour tout ce qui est responsable de la délinquance juvénile. Vous voyez le film Le Joker? Eh bien c'est comme si tout ce qui arrivait à Gotham c'était la faute des comics et pas d'un clown tueur un peu fou. Et pour ne rien arranger, Frederick Wertham, qui est un psychiatre américain, publie en 1954 l'ouvrage Seduction of the Innocent, qui est un livre qui tire à bout portant sur les comics et qui les rend responsables de tous les maux de la société en fait. Ce serait de leur faute s'il y avait autant de violence et de vulgarité de nos jours, et pour le citer, Hitler était un débutant en comparaison de l'industrie des comics. Rien que ça. Mais pourquoi la publication d'un simple psychiatre fait autant de bruit? Eh bien à l'époque, il faut savoir que Wertham occupait le poste de directeur des services psychiatriques des hôpitaux de New York et était donc souvent sollicité pour des procès pour juger les capacités mentales de l'accusé. Il était assez reconnu dans son domaine et reconnu comme un expert. Lors d'un congrès sur la délinquance juvénile à laquelle il est convié, il se fait un malin plaisir pour exposer son ressenti sur l'industrie des comics et ne manque pas de gagner certains esprits. Les éditeurs, alors en proie à une certaine crainte d'être évincés par le gouvernement, décident de prendre les devants et créent donc la Comic Code Authority. Cette association établit une censure semblable à celle de William Hays dans les années 30, qui s'appliquait au cinéma. Elle censure majoritairement la violence, l'horreur et le sexe. Voici donc les 6 règles qui régissent la Comic Code Authority. Toute représentation de violence excessive et de sexualité est interdite. Les figures d'autorité ne doivent pas être tournées en ridicule, ni présentées avec le manque de respect. Le bien doit toujours triompher du mal. Les personnages traditionnels de la littérature d'horreur, vampires, loups-garous, ghouls et zombies par exemple, sont interdits. Les publicités pour le tabac, l'alcool, les armes, les posters et les cartes postales de pin-up dénudés sont également interdites. Et la moquerie ou les attaques envers tout groupe racial ou religieux est bannie. Je vais vous lire un paragraphe de la Comic Code Authority qui recense un peu tout ce que je viens de dire. Aucun comics ne pourra utiliser le mot horreur ou terreur dans son titre. Toute scène d'horreur, de bain de sang, de gore, de luxure, de sadisme ou de masochisme ne seront pas autorisés. L'obscénité, les insultes à la religion, la vulgarité, les mots ou symboles avec un sens indésirable seront interdits. La nudité est interdite. Tous les personnages devront être habillés de façon raisonnable à la société. Et les femmes ne doivent pas être dessinées avec une exagération de certaines qualités physiques. On se demande lesquelles. Donc l'idée pourra plaire aux féministes en soi. Les jupes sont rallongées, les décolletés rhabillés, et toutes les suggestions sexuelles sont retirées. Honnêtement, enlever les décolletés et les tenues provocantes, je trouve pas que ce soit une énorme perte, puisqu'on est censé lire les comics plus pour l'histoire que pour le physique des personnages, n'est-ce pas? Mais honnêtement, enlever tous les sous-entendus qu'il peut y avoir, du moment que c'est pas des choses qui peuvent vraiment choquer ou qui sont vraiment malsaines, je trouve que ça enlève un peu de sens. Par exemple, imaginez un tome de Spidey Pool sans les sous-entendus incessants de Wade Wilson. Ça n'aurait aucun sens. Il n'y a pas que les dialogues qui sont en perte, car cela peut causer l'annulation de séries entières qui ne savent pas ou ne veulent pas s'adapter, mais aussi la faillite de nombreux éditeurs qui ne savent pas se soumettre, ou qui refusent tout simplement de se soumettre à la Comic Code Authority. Comme par exemple EC Comics qui a coulé suite à cette association. En fait, les éditeurs ne sont pas obligés de s'y soumettre. Ils peuvent tout à fait refuser de collaborer avec la Comic Code Authority et publier des comics qui n'ont pas le sigle. Mais c'est très dur pour eux parce qu'à présent c'est les distributeurs qui refusent de publier tout comics qui ne répond pas à ce sigle. Seuls les comics qui présentent des romances ou des super-héros bien sous tout rapport échappent à cette chasse aux sorcières. Malheureusement, il n'y a pas que les éditeurs qui paient le prix de cette association. Les vendeurs, eux aussi, doivent mettre la clé sous la porte. Soit par manque de comics ou de lectorat, ou alors tout simplement parce qu'ils refusent de publier des titres qui, comme je le disais, n'ont pas le sigle de la Comic Code Authority. C'est donc toute l'industrie des comics qui se prend une claque. Et pourtant, ça ne suffit toujours pas au docteur Wertham
qui juge que la CCA n'est pas objective puisqu'elle est contrôlée par les éditeurs directement et elle n'est pas sous le joug de l'État. Ces plaintes restent globalement sans réponse. Au contraire, dans les années 60, on voit apparaître des comics underground qui abordent des thèmes interdits par le code. Ils se vendent dans des magasins non conventionnels comme les head shops qui étaient connus pour être fréquentés par les hippies, ou encore dans des comics shops qui voient le jour. Donc les comics ne sont plus publiés dans les kiosques à journaux comme on en avait l'habitude jusqu'ici. On retrouvera notamment dans ces comic shops un tome de The Amazing Spider-Man dessiné par Stan Lee, sans l'accord de la CCA. En effet, en 1971, Stan Lee, le directeur de la Maison des Idées, aka Marvel, est mandaté par le gouvernement, et plus précisément par le ministère de la Santé, qui lui demande de dessiner un comics de prévention contre les drogues. Stan Lee accepte et choisit d'écrire un tome de The Amazing Spider-Man, où Harry Osborn, l'un des amis de Peter Parker, se drogue pour répondre à la demande du ministère. Malgré un scénario qui dépeint les drogues comme mauvaises pour la santé mentale et physique, la CCA refuse de publier ce numéro atypique, elle refuse de donner son sigle et son accord, mais Stan Lee s'en bat les steaks, il publie quand même, et ça n'empêche pas son succès fulgurant. Les comic shops connaissent un succès de plus en plus grand, puisqu'ils ne se plient pas à la Comics Code Authority. Des maisons comme Dark Horse ou Image Comics vont d'ailleurs choisir de passer exclusivement par ce moyen de distribution, et peu à peu Marvel va s'y mettre également. Les comic shops deviennent alors la référence dans le milieu. La même année, donc toujours en 1971, Morbius apparaît chez Marvel. Pour rappel, la CCA n'autorise aucun personnage vampirique. Cependant, Marvel arrive à contourner les règles sans se faire taper sur les doigts. En effet, Stan Lee présente Morbius comme un humain avec les mêmes caractéristiques qu'une chauve-souris. Ça rappelle un petit peu Spider-Man, non? Avec l'ADN d'araignée. Du coup, la CCA ne dit rien et laisse totalement Morbius intégrer les comics. Suite à ces événements, la CCA est mise à jour en 1971. Les politiques corrompus peuvent faire leur grand retour, les méchants peuvent s'en prendre aux forces de l'ordre, et les personnages horrifiques peuvent faire leur retour au détour des pages sans aucune censure. Il aura tout de même fallu attendre 1989 pour que les personnages homosexuels soient autorisés dans les comics. Et ça, on en parlera lors d'une prochaine vidéo. Alors que la CCA est de moins en moins écoutée, Marvel décide en 2001 de laisser tomber ce règlement et de créer le sien. En fait, ce règlement va spécifier directement sur la couverture à quel âge est destiné le comics. Ce n'est que 10 ans plus tard, en 2011, que la CCA meurt peu à peu, abandonnée par les maisons d'édition qui s'y plient encore, mais surtout qui l'a constituée, comme DC Comics et Archie Comics. Donc en théorie, la liberté d'expression est à nouveau optimale dans le monde des comics. Après, il y a quelques cas, comme je vous ai cité la dernière fois, de ce qu'on peut appeler censure, avec des gros guillemets bien sûr, puisque les directeurs de certaines maisons sont plutôt affiliés à Trump par exemple, et donc refusent toute critique de Trump dans leurs ouvrages, ou même les éditeurs eux-mêmes veulent faire passer leurs idées, ce qui est normal puisque c'est leurs histoires. Mais sinon, c'en est fini de la CCA. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le thème de la CCA. Du coup, je vous ai juste fait un petit exposé. C'était juste pour présenter dans les grandes lignes. Je suis pas une experte malheureusement. J'ai essayé de faire le plus de recherches possible. Et bien sûr, toutes mes sources apparaîtront dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des thèmes qui vous intéressent toujours sur les comics. Bye!